Donc, pour commencer, je me suis posé la question, c'est quoi l'audace? Donc, j'ai demandé, comme beaucoup d'entre vous, à ChatGPT, qui m'a dit Bonaparte, Christophe Colomb et Jeanne d'Arc. Et là, je me suis dit non, ça va pas. C'est pas ce genre de figure héroïque qu'on a envie d'entendre. Et je me suis dit, au fait, pour moi, l'audace, c'est plutôt ça. C'est la petite voix intérieure qui nous fait sortir du rang, même si on ne sait pas pourquoi. Et je pense que c'est cette petite voix qui nous permet de trouver une place, la nôtre, dans le monde. Le problème, c'est que même si elle est en chacun de nous et qu'elle est accessible à tout le monde, c'est comment on fait pour l'entendre et pour l'écouter. Et ça peut être assez compliqué. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors, pour faire ça, je vais commencer par l'exemple d'une vieille dame de 96 ans, ici. Elle s'appelle Phuong, une vietnamienne, que j'ai rencontrée l'an passé et qui a marqué un tournant dans ma vie. Il faut savoir que j'ai découvert en faisant le TEDx qu'elle venait d'être classée par la BBC comme l'une des 100 femmes les plus inspirantes du monde à son âge. Voilà, donc Phuong, ici présente, elle est partie à 16 ans dans la résistance contre les Français à l'époque de la guerre d'Indochine, parce qu'elle a vu ces colons en fait, qui maltraitaient ses compatriotes et ça l'a outrée. Sachant qu'elle, elle était d'une famille riche, de sang royal, un milieu bourgeois, tranquille, etc. Donc elle a tout quitté et elle est partie dans la jungle, dans les grottes, sans chaussures. Elle est restée 30 ans. 30 ans jusqu'à la fin de la guerre avec les Américains cette fois-ci. Et donc vous imaginez les conditions de vie, et comme elle était en fait extrêmement éduquée, francophone et tout, on l'a évidemment chargée de toutes les missions les plus compliquées. Donc elle s'est retrouvée plein de choses, elle a fait des explosifs, elle a fait des tracts, elle a également été médecin, et puis surtout elle s'est retrouvée chargée de ça, ici vous voyez sur l'écran, elle est au milieu de l'image. Elle est donc devenue correspondante de guerre, c'est-à-dire qu'on lui demandait de prendre des délégations internationales pour aller voir le front de guerre, pour témoigner de ce qui se passait. Donc elle a fait ça avec beaucoup de monde. Et elle a fait notamment avec ce monsieur ici, Joris Stevens, qui était à l'époque considéré comme le plus grand documentariste de l'époque, néerlandais. Et c'était en 67, à l'époque, la guerre avec les Américains, c'était le sud et le nord. Vous savez, le nord avec les Vietnamiens et le sud avec les Américains. Et il y avait au milieu une barre qui s'appelait le 17e parallèle, qui marquait la différence entre les deux territoires. Et les Américains ont déclaré en 67, on va transformer ce territoire en territoire lunaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont balancé plus de bombes qu'il n'y a eu pendant toute la Seconde Guerre mondiale sur le petit pays en question. Et donc, sachant cela, on lui a demandé à notre cher Phuong d'accompagner Joris Stevens sur le terrain pour faire ce film, pour témoigner de ce qui allait se passer. Et évidemment, comme elle était médecin, etc., on lui a quand même dit, tu sais, tu as pratiquement 8 chances sur 10 de mourir, mais il faut faire ça. Et puis surtout, tu pars avec le seul équipement, magnétoscope, caméra, etc., de tout le Vietnam. Donc si tu échoues, c'est terminé. Donc elle y est allée, et vous voyez sur l'écran, il y a une équipe, ils étaient 12. Une bonne partie de l'équipe est morte en protégeant les bobines. Et sur certaines pellicules, il y a des traces de sang qui n'ont pas été retirées au montage pour témoigner de ce qui s'était passé. Et alors ce documentaire, voilà un petit peu l'état de ce qui s'est passé. Voilà l'état de la surface, vous voyez un petit peu, en 67. Et donc Phuong, avec ce réalisateur et sa femme, ils ont été vivre dans les galeries souterraines à 15 mètres sous terre, avec tout un peuple qui vivait là-dessous, terré comme des rats, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement pour survivre. Et donc, ces images-là, et la puissance de ces images qui ont en grande partie déclenché l'opposition américaine en 68 dans les campus, également à l'international, et qui ont donc fait basculer la guerre. Vous savez que c'est une guerre qui a été gagnée par les médias. Et donc, en 2024, j'étais en train de préparer gentiment ma petite fondation pour la paix. Et elle vient me voir, elle me dit « Tan, si tu veux parler de la paix, franchement, il faut que tu viennes voir les gens qui ont vraiment fait la guerre. » Et donc, ni une ni deux, elle m'emmène direct dans la jungle pour aller voir des anciennes brigades de choc, comme on les appelle. Ce sont des femmes qui sont parties à 16 ans, comme elle, et certaines plus jeunes à 13 ans. Et on leur avait demandé d'aller reboucher ce genre de cratère sur la piste Ho Chi Minh qui partait du nord jusqu'au sud. Donc à vol d'oiseau, c'est 2000 km, mais en réalité, c'est 20 000 km de piste dans la jungle, sur la cordillère, sur la montagne, et qui permettait de ravitailler le sud. Donc les Américains ont compris que c'était ça qui faisait que le sud résistait. Donc ils ont commencé à bombarder de manière atroce toute cette partie-là. Et les filles, donc il y en avait 400 000, toute une génération, qui ont dû partir pour boucher ces trous à la main, avec des seaux et des pelles. Et donc vous imaginez la malnutrition, la malaria, les mauvaises rencontres dans la forêt, vous imaginez ce qui se passe dans ce cas-là en général. Voilà, et donc elles sont parties. Et quand elles sont revenues 10 ans plus tard, à la fin de la guerre, en 1975, eh ben, elles étaient finies. Parce qu'en plus, elles ont pris l'agent orange dans la gueule. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ça qui provoque des leucémies, des malformations. Donc pendant 10 ans, elles étaient là à se prendre tout ça dans la figure. Et quand elles sont revenues, elles étaient tellement moches qu'on les a oubliées. Personne n'a voulu d'elles. On les a appelées d'ailleurs les 5 sans, S-A-N-S, sans mari, sans enfant, sans famille, sans toit et sans ressources. Alors évidemment, il faut imaginer, là c'est moi en août dernier avec Phuong, on part dans la jungle pour voir ces dames. Celle-ci, elle était sourde, aveugle et traumatisée. Mais en fait, aucune de ces femmes ne fait pitié. C'est ça qui est dingue, aucune. Et le pire, c'est Phuong, à 96 balais,
qui m'emmène dans la jungle et il me sert d'interprète. Imaginez 40 degrés, la boiteur, etc. Et elle a fait tous les entretiens avec moi. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose quand même. Et donc, je dirais que, pour rigoler un peu, j'ai fait un petit montage parce que je trouve qu'elle lui ressemble. Elle a éveillé en moi un peu une petite voix de Yoda, quelque chose d'autre par rapport à cette audace dont on parle. Une petite voix en moi que j'avais peut-être pas assez écoutée jusque-là. J'ai fait l'école des mines de Paris à 19 ans, comme peut-être certains d'entre vous. Sauf que moi, c'était à Paris ou à Nancy. Et donc, j'étais sur le campus à l'époque, et McKinsey, cette boîte qui est assez connue maintenant, est venue me recruter. À l'époque, ils n'étaient que 30, donc c'était vraiment le fondement de la firme qui était extrêmement élitiste. Ils m'ont offert un MBA à l'INSEAD, donc j'ai accepté. Et puis à 30 ans, j'étais la première femme élue partenaire et la plus jeune du réseau mondial. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de partir en Asie du Sud-Est pour ouvrir le bureau de Bangkok. Et à ce moment-là, je pilotais des gros deals. À l'époque, c'était beaucoup d'OPA. Je pilotais des deals de plusieurs milliards en quelques jours. J'ai même fermé 58 banques en une nuit, comme je suis contente de ça. Et c'était bon, toute véreuse. Hein. Et donc, la firme, à l'époque, m'a surnommée la Formule 1 sans conducteur. Parce qu'en fait, j'étais assez imprévisible, très performante, mais dure à suivre. Et moi-même, je crois que je ne savais même pas où j'allais. Et donc, voilà. Et à 36 ans, je décide de partir pour donner plus de sens à ma vie. Et je suis partie dans les ONG, donc Rebelote, WWF, Nicolas Hulot, tout ça, bénévole. Et puis, je suis tombée amoureuse des hackers. C'était au tournant des années 2000. À l'époque, Google venait juste d'être créé. Et il n'y avait pas encore le Web 2. Donc, les blogs et les wikis, ça n'existait pas. Et je suis partie avec des hackers, avec ce rêve complètement fou d'ouvrir le web à tout le monde. Et au début, on nous a pris pour des dingues, effectivement. Et aujourd'hui, même quand on a dit qu'on allait faire une encyclopédie faite par des bénévoles et des amateurs qui serait gratuite, on nous a dit, mais t'es complètement dingue, t'es siphonné, si en plus c'est gratuit, ton modèle, ça ne marchera jamais. Et aujourd'hui, vous voyez, ça fonctionne. Donc ça fait partie des choses. Puis après, on a parlé du crapaud foot tout à l'heure. Crapaud foot, c'est la même chose avec une version un peu plus activiste. Là, c'était avec des gens, ça allait depuis les prix Nobel et Cédric Villani, qui est aussi un crapaud fou, en fait, jusqu'à des jeunes entrepreneurs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des pas de côté pour un peu aller pirater la société sur les bords, pour faire des choses qui permettent de bouger le monde. J'en parlerai après ceux qui veulent pour un petit grec, un crapaud fou, mais c'est assez rigolo. Mais ça ne me suffisait pas, donc j'ai fait quand même 4 TEDx. Et puis surtout, j'ai fait des sports extrêmes, donc j'ai commencé à faire des sommets, plus 4000, plus 5000. Je n'ai pas fait du 8000 comme toi, mais j'ai comme essayé de monter un peu plus haut. Puis de l'autre côté, je prenais mes palmes et je suis descendue, comme dans le Grand Bleu, à moins 45 mètres quand même, sans bouteille. Donc vous vous doutez bien que pour faire autant de choses dans tous les sens, il y avait quelque chose qui n'allait pas quand même. Donc la réalité, c'était les addictions. Et donc moi, pour rester toujours high, ce que je faisais, c'est que j'étais en boulimie vomitive. C'est-à-dire que j'étais toujours en train de me remplir et après j'allais tout vomir pour pas grossir, pour rester performante et avoir un corps qui fonctionnait bien. Et donc en apparence c'est très beau, mais en dessous c'est l'enfer. Je fais 35 ans de ça. Et donc en 2020 je me dis ça va pas, il faut que je change, il faut que j'arrête ça. Donc je suis partie vivre en montagne dans un chalet à Gap. Et puis j'ai fait de la nature, de l'aquarelle, beaucoup de choses. Et surtout j'ai fait du Vipassana. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un truc qui est vieux de 2000 ans. Ce qu'on fait, c'est qu'on doit rester sur un tapis de méditation de 4h30 du matin jusqu'à 21h, pendant 10 jours, tout seul en silence. Donc vous imaginez, pendant 10 jours, ça tourne là-dedans. Ça parle beaucoup au départ et à la fin, c'est le silence. Et la magie, c'est que ça m'a permis, en 10 jours comme ça, je me suis débarrassée de 35 ans de boulimie, avec toutes les thérapies que j'ai pu essayer, en 10 jours. Et ça m'a tellement bluffé que j'en ai fait 4 en un an. Et au sortir de ces 4 retraites, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que en fait, tu cours comme un poulet sans tête. Tu sais pas où tu vas. Et donc, peut-être qu'au fond, l'Everest, il n'est pas dehors, là, mais en fait, il est là, à l'intérieur. Et c'est là qu'il faut que j'aille chercher. Et donc, je suis partie en quête de la tanne à l'intérieur, en dessous de toutes ces apparences brillantes. Alors, il se trouve que par ma famille, c'est assez évident sur mon visage, je suis d'origine vietnamienne. Là, vous avez mon grand-père, à gauche de l'écran, qui est le premier Vietnamien à avoir fait l'école polytechnique en 1930, puis l'école des ponts et chaussées. Ensuite, il est rentré au Vietnam pour être ministre dans le premier gouvernement indépendant du Vietnam. Et là, il a eu une idée complètement dingue. Il a basculé tout le système éducatif en langue nationale. Sachant qu'à l'époque, 95% des Vietnamiens étaient analphabètes, puisqu'il fallait parler français pour aller à l'école. Donc vous imaginez l'impact d'une telle opération. De l'autre côté, ma grand-mère, à droite, elle s'est déguisée en homme pour faire la fac. À l'époque, les femmes ne pouvaient pas aller à la fac. Et ensuite, elle a ouvert la première pharmacie de Hanoï. Et ça lui a permis d'amasser pas mal d'argent qui ont permis d'aider la communauté pour résister à la guerre, etc. Et donc elle donnait aussi des médicaments aux rebelles. Et puis il y a même l'histoire qui raconte qu'elle avait parfois des rebelles blessés qui pissaient le sang dans le grenier. Et en bas, elle était avec les officiers à leur raconter des belles histoires avec le thé. Et donc moi, j'ai grandi là-dedans et forcément, j'étais conçue pour faire partie de cette élite-là. Sauf que c'est à 45 ans seulement que je suis allée pour la première fois au Vietnam. Je pense que j'avais sans doute peur, probablement, je n'ai pas pris le temps. Et là, c'était un choc. Tout d'abord, je me suis rendu compte que je parlais le vietnamien, je le comprenais, mais comme ça. Ensuite, tout me semblait familier. La bouffe, les odeurs, la manière de se comporter, de marcher, d'être, même de s'asseoir.
Et ça m'a ramené au temps où j'étais petite avec ma grand-mère qui m'apprenait le vietnamien. Deuxième choc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais honte en fait d'être une fille d'immigrés. Et quand à Paris je croisais des Asiates dans la rue, je me souviens, je changeais de trottoir parce que j'avais surtout pas envie qu'ils viennent avec moi. Je voulais pas qu'on m'assimile à eux. Donc je me baladais avec ma Porsche et mes costumes Armani, surtout pour ressembler à une Française pure jus. Vous imaginez le ridicule. Et donc, en fait, j'avais intériorisé ce racisme pour être autre chose que ce que j'étais. Alors quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais voilà, c'est ça la part manquante. Tous tes problèmes de boulimie, tout ça, c'est parce que tu sais pas qui t'es. Donc voilà, je vais faire ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la Formule 1 et je l'ai emmenée au Vietnam. Et donc j'ai recommencé au Vietnam. Là, j'ai fait la Banque mondiale, des grands projets, de l'innovation, tout ce que vous voulez. C'était super. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le truc. Vous vous doutez bien que c'est pas exactement juste ça. Parce qu'en septembre 2023, mon père est mort. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose d'autre qui a émergé. Subitement, j'ai dû mettre la main dans l'héritage, j'ai trouvé beaucoup de choses et je ne comprenais pas. Il y avait une œuvre qui avait l'air immense et je ne comprenais pas très bien c'était quoi tout ça. Donc je commençais à creuser et plus je creusais, plus je découvrais des trucs. Et les gens me plaidaient d'un peu partout pour venir voir tout ça. Et donc je me suis dit, il faut que j'aille au Vietnam pour comprendre réellement ce qu'ils ont fait, mes grands-parents. Et là, j'y suis allée, c'est là que je suis tombée sur Phuong, donc la vieille dame. Là. Et c'est en allant voir les brigades de choc, les anciennes, donc les femmes dans la cambrousse, là, qu'elle m'a expliqué le dessous des cartes. D'abord, elle avait un respect très important pour mon grand-père et beaucoup d'affection parce qu'elle l'avait rencontré. Et elle m'explique qu'en gros, mon grand-père, à l'époque, pour l'indépendance du Vietnam, il y avait bien sûr les bombes et la guerre, mais lui, il avait une idée beaucoup plus, je pense, pérenne. Il s'était dit, la seule manière de libérer le pays, c'est d'élever tout le monde par l'éducation, c'est ce qu'il a fait, mais aussi par la culture et par les sciences. Donc il était à l'origine de tout le fondement des sciences au Vietnam et également de la culture. De remonter jusqu'à 2000 ans avant pour prouver que les Vietnamiens existaient avant les Chinois, etc. etc. Donc ça, c'est une autre histoire, j'ai fait un TEDx là-dessus, mais c'est vraiment quelqu'un qui a bâti les fondements du pays tel qu'il est. Et j'ai également découvert à cette occasion que quand il est parti en exil dans les années 50, moi je l'ai connu comme mon grand-père jusqu'à sa mort, 50 ans plus tard, il parlait tout le temps du Vietnam, mais il n'y allait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai réalisé qu'en fait, toute sa vie, il était obsédé par le Vietnam, il a fait toute sa vie pour le Vietnam, avec des contacts permanents, tout ce travail de recherche que la BNF a récupéré en partie, etc. Il y a eu plein de choses qui sont vraiment du niveau national, et il ne m'en a pas parlé. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ouf, tout ce que j'ai ignoré. Et donc, quand Phuong a su que la petite fille de revenait au Vietnam pour faire quelque chose pour le pays, évidemment, elle m'a sauté dessus, et puis elle m'a dit, il faut que tu viennes voir, et elle m'a emmené voir les choses les plus désespérées pour que je comprenne, en fait. Voilà. Et quand j'ai fini de faire mon don à ces dames, elle me dit, Tan, je suis très fière de toi. Tu as vu et tu as compris. En fait, quand on parle de la paix, en fait, il faut vraiment voir, quand on mange un fruit, en fait, il faut voir les mains qui ont planté l'arbre. Et c'était ça le sens de son message. Et du coup, les 25 femmes que j'ai aidées sont devenues très vite 115 personnes. Et dans la foulée, il y a eu du buzz, il y a eu des médailles, il y a eu plein de trucs. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont rejoint le mouvement, qui ont compris l'intérêt de s'occuper de vieilles dames comme ça, paumées dans la jungle. Ce qui peut sembler assez étonnant, mais il y a des femmes de 75 ans qui m'ont dit « mais moi, j'aurais pu être l'une d'entre elles ». Et quand on commence comme ça, après, on va de plus en plus loin et on comprend d'un coup toute cette mémoire oubliée sur des générations. Alors tout ça pour vous dire que dans cette quête identitaire, finalement, je me suis dit à un moment donné, mais j'ai l'impression d'être un peu comme une pellicule de film négatif pas développé. Vous savez, un petit peu comme... chaque fois que j'allais au Vietnam, c'est comme si on prend la péloche, on la plonge dans le bain révélateur, puis quand on la ressort, il y a une nouvelle image qui sort. Et à chaque fois que je parlais à quelqu'un, il y avait un truc qui sortait. Et je me suis fait vraiment cette idée, cette image. Voilà, ça c'était moi, c'est un de mes dessins, là, du Vietnam, vieille carte. Et moi, donc, sous forme de péloche. Et donc, j'ai retenu, en fait, deux choses principalement de ce bain révélateur. Le premier, c'est par rapport à tous ces récits de vie de gens que j'ai enregistrés avec une anthropologue. Je me suis rendu compte que ce qu'ils me racontaient, ces gens-là, c'était à peu près en miroir l'histoire de ma famille. Sauf que eux, c'était sous les bombes au Vietnam. Mes grands-parents, c'était en exil en France. Mais la souffrance, c'était la même. Pas tout à fait la même, mais quelque part aussi intense. Et je me suis rendu compte que tout cet attachement viscéral au pays natal et à sa culture, ça venait de là, de ce pays déchiré, complètement meurtri par les bombes. J'ai également compris leur attachement à leurs valeurs, à leurs idéaux, mais j'ai également compris d'un coup tous les traumas, tous les silences, tout ce qui ne m'avait pas été dit. L'autre chose que j'ai compris, c'est pour moi-même pourquoi j'avais grandi. Je me demandais pourquoi j'étais si dure, etc., toujours en train de me battre. Et en fait, j'ai compris qu'en un siècle, il y a 3 générations de Vietnamiens qui ont quand même connu la colonisation, les luttes pour l'indépendance, les guerres, l'élévation par les diplômes. Et donc tout ça, ça crée quand même un cocktail assez particulier. D'où cette caractéristique des Vietnamiens, si vous en connaissez, cette capacité à assimiler la culture des autres, à toujours se relever, à se battre pour être toujours les meilleurs, à se réinventer, et puis d'être également quand même beaucoup dans la solidarité et le devoir
le sens du devoir. Voilà. Et donc d'un coup, pas mal de choses se sont éclairées pour moi. Et donc je dirais aujourd'hui que si finalement j'étais aussi déconnectée de moi-même, c'est parce que toute cette histoire de mes grands-parents qui m'avait été cachée faisait que j'avais que la partie lumineuse en haut. On m'avait caché toute la partie en dessous des traumas. Et on ne peut pas honnêtement se construire proprement si on n'a que la lumière, s'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'épaisseur. Et donc cette histoire que je vous raconte, c'est pas que la mienne, ni celle du Vietnam, c'est celle, je pense, de presque tous. Qui dans sa famille n'a pas des gens qui ont souffert de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie? Qui n'a pas souffert de migration, de violence, on en a parlé, des violences sexuelles, des violences dans sa famille? Et le problème, c'est que là-dessus, on a fait tout un travail avec des psychiatres, et donc j'ai sorti un bouquin d'ailleurs là-dessus, c'est qu'en fait, on sait aujourd'hui que ce sont les traumas non soignés qui provoquent les violences, qui, en boucle, provoquent des traumas, et ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire qu'on aurait pu sauver Hitler, mais s'il avait été soigné, peut-être qu'on n'aurait pas eu le monde qu'on a aujourd'hui. Et donc, quand on me demande pourquoi j'ai aidé ces femmes, en fait, c'est vraiment cette question de soigner les traumas à l'échelle d'un pays, qui indirectement me permettait de soigner ma famille, et donc moi-même. Et peut-être que c'est peut-être ça le vrai message, c'est de connaître un peu ces zones d'ombre pour pouvoir se construire. Alors, je terminerai par un rappel. Pendant la Seconde Guerre mondiale en 1940, il y avait 2% de résistants et 6% de collabos, et donc 90% de ventre mou, comme on dit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement 2 ans et demi plus tard que ce ventre mou a basculé. C'est quand il y a eu toutes ces rafles massives de juifs que le déni n'était plus possible et que les petites voix se sont réveillées. Et donc, moi, je dirais que dans toute cette affaire, si moi, j'ai couru comme un poulet sans tête en orbite autour de moi-même, alors que Phuong, elle a couru de manière très linéaire vers qui elle était, c'est parce qu'elle a su écouter sa petite voix. Et donc, pour moi, le vrai message pour vous, c'est vraiment cette petite voix dont on parlait. Elle m'a appris que l'audace, c'est pas de faire des choses extraordinaires, mais c'est d'être capable d'écouter cette petite voix parce qu'elle vous guide vers qui vous êtes et ce qui est votre juste place. Et pour terminer, je dirais simplement ceci. On est pile poil aux 50 ans de la chute de Saigon, c'est comme ça qu'on appelle la fin de la guerre avec les Américains. Et hier, dans le train, j'ai regardé Arte et j'ai vu qui? Phuong, sur la télé française. Et donc, encore aujourd'hui, elle est encore active, toujours en train de militer pour la paix. Je l'ai appelée, je lui ai demandé, mais comment tu fais pour faire tout ça? Et elle m'a dit, tu sais, c'est très simple, j'ai eu beaucoup de chance, j'aurais pu mourir plein de fois. Je ne suis pas morte, j'ai eu de la chance, mais moi, le message que je veux passer, c'est celui-là, là, avec des jeunes collégiens vietnamiens. Elle dit, pour moi, je préférerais mourir en pleine action en train de transmettre ces messages que dans ma chambre d'hôpital en train d'attendre la mort. Donc, si j'ai un seul message pour vous, c'est d'écouter votre petite voix et surtout de trouver des gens comme vous qui ont envie de se lever et de faire autrement pour faire cohorte et ainsi pouvoir contribuer au changement du monde. Merci.